Ce programme vous est présenté en partenariat avec Historia et France Culture. Notre peuple décidera lui-même de son destin. Nous voulons que l'Algérie demeure française. Nous demandons à toute la population de garder son calme. C'est des choses qui marquent à vie. Dans les yeux des personnes qui m'écoutent, j'ai la sensation qu'ils ne me croient pas. Donc j'essaye pas de convaincre, j'essaye juste de dire. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça. L'armée est arrivée dans mon village, j'avais une rafle. Et tous les hommes se sont retrouvés donc ensemble sur un terrain vague. Et il y avait un jeune lieutenant, rasé de près, avec une voix douce, qui est arrivé avec l'interprète. Bon, c'est toujours pour la première fois que je vois un Français de près. Il parlait dans une langue que je ne connaissais pas. Et j'étais impressionné parce qu'il était bien habillé. Et je me disais, celui-là, il doit manger à sa faim. C'est le premier réflexe que j'ai eu. Alors le lieutenant, il leur a dit, nous ne sommes pas ici pour vous faire du mal, nous sommes ici pour vous protéger contre des bandits. Et le caïd traduisait, vous êtes tous des bandits, vous êtes tous des chacals, et l'armée est ici pour vous mater. Vous allez faire la connaissance à la puissance de la France. Résultat, tout le monde avait la trouille. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'on ne punisse comme ça? Depuis les attentats de novembre 1954, une partie du territoire algérien était soumise à l'état d'urgence. Les autorités françaises avaient pris conscience qu'une révolte plus menaçante que d'ordinaire prenait son élan dans les montagnes de Kabylie et des Aurès. Elles voulaient réagir vite et fort. Cette réaction avait un nom officiel, la pacification. S'agissait-il de simples opérations de maintien de l'ordre ou d'un conflit armé qui ne disait pas encore son nom? Tout rebelle faisant usage de ses armes ou aperçu une arme à la main ou en train d'accomplir une exaction sera abattu sur le champ. Le feu doit être ouvert sur tout suspect qui tentera de s'enfuir. Mais il rentrait des fois à la maison et il nous faisait sortir avec des matraques et des coups de pied. Dehors, et ramasser tout le monde, tout le quartier éventuellement, et les mettait dans un champ. Encerclés par la police, par l'armée. On restait là, ils choisissaient certaines personnes qu'on va interroger, et parfois ils les torturaient. Et ça dure 10 heures, parfois même plus, 24 heures. Ni boire, ni manger. Et c'est comme ça que j'ai perdu un cousin. Un cousin qui a disparu, l'a plus revu. Voilà. انت جاوا العسكر وين ورجلك؟ قلت له وهذا وين خرج؟ لا هذه كيانيتي. قلت لهم هو في الحانوت. راحوا هما خرجوا راحوا للحانوت ما لقاوهش. جاوا قالوا لي ما كانش. حوسوا العشية جاوا دبرسوا كل شيء اللي كان كل. جابوا واحد القومي اسمه عدية من الرميلة. قالوا له يلا نهبها. هزوا كل شيء كنسوا الدار. قعدت خير أنا في الدار. الدواء ملاح والدواء معمر مساكن. بقاو غير نسا. À l'est du pays, des villages et des régions entières sont vidés de leurs habitants, puis déclarés zones interdites, sous contrôle de l'armée. Population déplacée, exode forcé, réfugiés sur les routes. On n'avait encore jamais vu ça en Algérie.
L'armée française, elle a donné ordre, c'est-à-dire l'ordre, c'est ça. Ou vous l'exécutez, ou vous êtes mitraillé par l'aviation, ou alors l'armée vous tire dessus à vue. C'est tout. Et les maisons étaient bombardées. Donc il fallait que tout le monde parte. Et en même temps, on s'est retrouvés dans un camp de regroupement. Mais il n'y avait pas d'espace ni de breuvage pour les chèvres, ni pour les ânes, ni pour les mules. Il n'y avait rien. Et je vous dis, les maisons, c'est quoi? C'est des cailloux, un caillou sur l'autre, couverts par des branches, c'est tout, hein. Il y avait un manque de tout. Et résultat, il y avait beaucoup de gens qui mouraient. Hein. La plupart de nos vieux, ils sont morts dans ces camps-là. Dans les villes, on continuait à se côtoyer dans une bonne humeur apparente. Le prix des tomates n'avait pas changé. Les œillets étaient toujours aussi éclatants. Je ne connaissais pas l'Algérie. Je ne connaissais pas le bled. Je ne connaissais pas la condition de vie des Algériens. Je ne connaissais rien de tout ça. Bon, c'est sûr que si j'avais habité dans le bled, j'aurais pas eu la même vision. J'entendais ce que les grands disaient. Je suivais ce qui se passait, ce qui s'était passé en Indochine. C'était inquiétant, mais quand l'Indochine a accédé à l'indépendance, pour moi, il était hors de question qu'il en soit de même en Algérie. Alors pourquoi c'était comme ça? Parce que j'étais formaté d'une certaine façon pour penser comme ça, et notamment par l'école. Alors, donc j'étais Algérie française, pour résumer. I was born in this country. My father was born in this country. My grandfather, my great-grandfather, my children were born in this country. Actually, my family arrived in Algiers after 1830, in the 1830s, and we've done all our been living in this country for this time. What will the French people in Algeria do if the French government doesn't do what they think they ought to? They'll fight. Well, we think we try to save this country anyway, even if we must fight by ourselves. La majorité des Algériens est prête, elle aussi, à s'armer pour défendre l'Algérie française. C'est en tout cas ce que veut faire croire la propagande. L'armée met en scène la création de milices d'autodéfense dans les villages, sous l'objectif des caméras. On arme une frange de la population contre l'autre. On divise pour mieux régner. Les méthodes du pouvoir colonial sont bien rodées. Pourquoi les changer? En réalité, plus la pacification et les Français d'Algérie faisaient preuve d'intransigeance, plus le combat indépendantiste se justifiait aux yeux d'un nombre croissant d'Algériens. Je voyais des gens qui se réunissaient, des gens de Douar, et la plupart c'est des cousins par alliance, et comme c'est une grande famille. Puis je vois la famille, elle commence à se disperser. Mes cousins, mes oncles, ils s'absentaient pendant des jours. Je ne sais pas où ils allaient peut-être, je ne sais pas. Ils ne disent pas, les enfants, c'était très discret. جاني أول اللي عرفت في المجاهدين عرفت زيغود يوسف. روح لعندهم زمان منين واش يقولوا له دسرت عليه قلت له نطلع على الجبل. قال لي ما تقدرش وانت صغير وكذا. لا قلت له سيدي احمد انا نروح للجبل. كانوا ثلث مكاحل مسندين للحيط كيما هكذا حنا في الدار تاع الزرمانيه هذه ثلث مكاحل. قال لي وتعرف ترمي؟ قلت له هي نعرف نرمي بيان سور. رفد المكحله هكذا ومدها لي. قال لي شوف ترى تعرف ترمي وري لي كيفاش. نحيت المكحله هذه سقطتها وليت ركبتها وكذاش. رفد المكحله هذيك بيدو لي سربعت. قال لي هاك من اللي ماك مجاهد. مالا كي جاو عندنا باتوا عندنا في الدار تاعنا. عيط لي انا سي احمد زيغود، عيط لي سيدي احمد، قولوا له بخير سيدي احمد.
قال لي تقرا وين تقرا؟ قلت له نقرا في البلاصه الفلانيه. حكم شفيت عليه حاكم واحد الكتاب عنده تقلب للشايب قال له عمي علي هذا الطفل هذا تاعك او نديها. قال له بابا، قال له يا سيدي احمد، قال له لا يسهل كيما تديرها كلات. نلقاه قال لي وجد روحك باه اليوم تمشي معانا. في النهار الفاوت بدات الهجوم وقع في سكيكدا، فهمت هذا اللي دار السي احمد زيغود. الدن لادان كي الدن لادان طلقوا الرصاص في على واحد المقر تاع جدارميه. Le chef Ziroud Youssef appelle à attaquer des villages coloniaux. Des centaines de maquisards lui répondent, mais aussi des civils. جايبين بالسيوف بالواحد il n'avait pas d'armes, il n'y avait rien. La majorité c'est des paysans, désarmés complètement. ومالغري ça, le mot d'ordre داروا جاوا ودراوا. Je me rappelle, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des morts. 120 morts en 2 jours. Les Français sont terrifiés. Comme en 1945, la peur et la haine entraînent une réaction violente et aveugle. الاستعمار بقى يمارس ينتقم من المواطنين، يهز الناس ويقتل بالسبت لحد حتى الاثنين 3 أيام هو يهز الناس ويقتل اللي يدي السجن الى اخره ومن بعد واش يصبوه. 10 000 Algériens trouvent la mort au cours de ces massacres. C'est plus qu'un emballement, c'est un point de non-retour. Le gouvernement décide d'étendre l'état d'urgence à l'ensemble du territoire. Alors qu'un fossé si profond s'est creusé entre les populations, peut-on encore sérieusement parler de pacification? Albert Camus est venu à Alger pour lancer quelque chose qui était un mouvement qui s'appelait, je crois, la 3e voie ou la voie médiane, un truc comme ça. J'y étais. Je me souviens, il y avait des pieds noirs excités qui s'opposaient à cette réunion, à cette création de la voie médiane. Je ne sais pas d'ailleurs si Camus a pu parler, je ne crois pas. L'intrusion des pieds noirs extrémistes qui étaient tellement remontés et tellement violents fait que ça s'est terminé en fiasco. Et Camus a été désespéré et il s'est retiré. En métropole, d'autres intellectuels et des hommes politiques de gauche cherchent à mettre un terme à la violence. Un front républicain remporte les élections législatives de janvier 1956. Le socialiste Guy Mollet est nommé chef du gouvernement. Son programme, faire revenir la paix en Algérie. La volonté du gouvernement, sa tâche essentielle, c'est que le sang ne coule plus en Algérie. Et que faire pour cela? C'est d'abord reconnaître et respecter la personnalité algérienne et réaliser l'égalité politique totale de tous les habitants d'Algérie. C'est en même temps maintenir et renforcer l'union indissoluble entre l'Algérie et la France métropolitaine. Et que deviendrait la France sans l'Algérie? Et l'Algérie sans la France? 2 jours plus tard, Guy Mollet se rend sur place. Les Français d'Algérie les plus radicaux l'accueillent avec colère, tant ils le soupçonnent de vouloir négocier avec les indépendantistes.
Beaucoup de ceux qu'on commence à appeler les pieds noirs se sentent incompris. Ne connaissent-ils pas leur pays, leurs voisins arabes mieux que personne? Alors pourquoi vient-on depuis Paris leur faire la leçon? Et là, on est rentré dans une période tragique. Extrêmement tragique, avec une impossibilité pour la grande majorité des gens de s'entendre et de pouvoir construire quelque chose ensemble. Déstabilisé par tant d'hostilité, Guy Mollet renonce à ses options libérales. Il crée sur mesure un ministère dédié à l'Algérie qu'il confie à Robert Lacoste, un politique expérimenté, un homme à poigne. Nous allons résister sur le plan militaire à l'attaque. Nous allons, par des moyens légaux, défendre l'ordre, mais en même temps, nous allons faire du progrès et de la justice, et nous allons bâtir dès maintenant une Algérie meilleure, preuve que nous voulons que l'Algérie demeure française. Pour sortir de la crise, le gouvernement demande au Parlement de disposer de pouvoirs spéciaux. Autrement dit, de lui laisser les mains libres. On avait fait une délégation à l'Assemblée nationale, y compris auprès des députés communistes, tous les députés. Il n'était pas question de voter les pouvoirs spéciaux. On était contre, mais on était une minorité et... Bon, évidemment, on ne pouvait pas faire passer nos idées. Hein. De tous côtés, ceux qui croient encore en une issue politique au conflit ont de plus en plus de mal à se faire entendre. Mais Salih Haj a créé un nouveau parti, le Mouvement national algérien, le MNA. Il continue de préférer la protestation pacifique au soulèvement armé. Ses partisans manifestent pendant les débats parlementaires, mais le recours à la force étouffe la discussion politique. La séance est reprise. 4 jours plus tard, l'immense majorité des députés, communistes inclus, votent les pouvoirs spéciaux. C'est honteux. Ça m'avait tellement bouleversé que j'ai attrapé la jaunisse immédiatement. Les pouvoirs spéciaux, ça impliquait le rappel du contingent, un accroissement des moyens matériels, une guerre beaucoup plus dure, beaucoup plus longue dans laquelle la France s'engageait. En plus, on donnait les pouvoirs spéciaux à l'armée, c'est même plus que les pouvoirs spéciaux. Ils avaient tous les pouvoirs là-bas. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et alors, soi-disant, parce que c'est pareil, au début, ils ont dit que c'était les pouvoirs spéciaux pour maintenir la paix, mais ils ont poursuivi la guerre encore plus fort après, quoi. 10 ans seulement après la Seconde Guerre mondiale, le conflit algérien faisait son entrée dans les familles de métropole. Car la France mobilise désormais le contingent, c'est-à-dire sa jeunesse, et plus seulement des militaires de carrière. À la suite de plusieurs plans d'urgence, 400 000 soldats sont envoyés dans les départements algériens. Écoutez, je vous propose comme mécanicien, comme radio et comme pointeur. Ça vous va? Oui, monsieur. À peine arrivé dans la région de Palestro, en Kabylie, une section entière de soldats du contingent avait été massacrée dans une embuscade. De plus en plus de jeunes gens mouraient là-bas. On commençait à le savoir. Alors pouvait-on partir confiant pour l'Algérie lorsqu'on avait 20 ans ? Et là, ça a été le début de la révolte, en fait. Sur les wagons, on marquait les CRS dans l'Aurès, l'Algérie aux Algériens, la Tunisie aux Tunisiens, etc. On hurlait, on caillassait les CRS qui nous entouraient avec les cailloux du ballast. On était tous vraiment dans une colère absolument folle. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu mon père pleurer. Parce que mon père m'avait accompagné. Et lui, ancien de Verdun, voyant ses soldats partir à la guerre, parce qu'il savait très bien que c'était une guerre, dans cette fureur, pour lui c'était épouvantable, quoi.
Il pleurait beaucoup moins parce qu'il voyait son fils partir qu'à cause de ce fait de constater qu'on envoyait à la guerre des jeunes comme ça, en pleine rébellion. Mais quand on m'a dit, allez, il faut partir, je suis parti, voilà. J'ai eu des parents très ouverts. Enfin, je savais les pays qui avaient été colonisés. Ils nous apprenaient l'histoire, la géographie. Et c'est pour ça que, au moment du début de la guerre d'Algérie, j'ai été beaucoup plus politisé que les autres. Et c'est pour ça que j'étais le premier qui a refusé de faire la guerre. Tous les autres qui étaient avec moi, ils n'avaient jamais entendu parler de l'Algérie, ils ne savaient pas ce que c'était que la guerre. C'était la première fois qu'ils prenaient le bateau. Je t'attendrai, s'il le fallait, chérie, la vie entière. Je n'avais jamais traversé la mer, c'était ma première traversée. On nous sert à un repas sur le pont, dans des grands plats, des plats de lentilles. J'avoue que c'était pas très brillant comme repas, mais enfin... Et ensuite, on nous amène dans nos quartiers. Deuxième classe à l'époque, c'était le fond de cale. Un endroit surchauffé, un endroit malodorant, des émanations de mazout, enfin toujours pas quelque chose de très agréable. Peu à peu, les transats se sont mis à glisser sur les plaques de fer. Là, dans un vacarme, on entendait les machines. On était tous serrés là, enfin bon, la nuit tombante. Il fallait passer les uns sur les autres pour se déplacer. Hein. Il y avait des gars qui vomissaient. On a subi du vent, la mer est devenue mouvementée, le bateau bougeait dans tous les sens, les gens étaient malades. Et moi, je me suis mis dans la tête que je n'allais pas rester dans ce trou. Je suis allé sur le pont en pleine nuit, malgré le vent, et là, je me suis réfugié dans un coin sur le pont. Le terme qu'on nous envoyait le plus souvent à la tête, c'était pas la guerre, c'était la pacification, ou le maintien de l'ordre. Mais le terme de pacification, c'était celui qu'on employait le plus souvent. On venait faire la pacification. Ils nous donnaient le pactage à Marseille et l'arme quand on arrivait en Algérie. C'est un gars qui était caporal-chef, quoi, qui donnait le fusil et tout. Je lui dis, moi, je ne prends pas de fusil, je viens faire de la pacification, j'en ai pas besoin. Alors, il a voulu me taper avec le fusil, je l'ai évité, hein, et puis j'ai dit, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le fusil, si tu veux le mettre, tu le mets dans le camion, puis c'est tout. Et alors, ils m'ont mis au milieu du camion, avec tous les gars, avec leurs armes, me braquant. Alors, j'ai commencé à leur parler, tout ça. Écoutez, je suis pas dangereux, laissez-moi tranquille. Je suis là au milieu, vous savez que je refuse de combattre, point barre. Maintenant, laissez-moi tranquille et tout. Au bout d'un moment, ils ont baissé leur fusil, ils me menaçaient plus, quoi. Mais au début, ils avaient obéi aux ordres, quoi. Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Le cas d'Alban Liestier était cependant très isolé. Le patriotisme et l'obéissance à l'autorité étaient des valeurs encore bien ancrées dans la société française. En Algérie, le service militaire était obligatoire pour tout le monde, quelle que soit son origine. Mais les jeunes Algériens pouvaient-ils considérer l'armée française comme la leur? Bon, c'était un peu la catastrophe pour moi. Je me rendais compte d'aller faire la guerre. Et pourtant, je suis allé et j'ai été incorporé. Je me suis retrouvé à faire la formation commune de base pendant 2 mois, à apprendre à marcher au pas, à saluer, à présenter les armes, à faire des pompes, etc. Donc, toutes les réjouissances du parfait petit soldat. Et puis j'étais, malgré moi, pris comme traducteur. Le moniteur, qui était français, il lisait sa fiche, la section de FMA, Français musulmans d'Algérie. Puis je me rappelle très bien, c'était la France a apporté la civilisation en Algérie. Bref, tous les bienfaits de la colonisation, il fallait les expliquer. C'était d'une pauvreté et d'une ânerie inimaginable. Comme je me demande comment des officiers français
on puisse sortir des bêtises comme ça. À des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, on leur disait que la France a apporté la civilisation. Quand ils ont vu que mon nom figure dans le registre, eh ben, m'ont amené tout de suite à la caserne. Tous les matins, drapeau français, allons enfants de la patrie, etc. Et il n'y a que les Algériens là-bas, en tous les cas. Eh ben, le hasard a voulu que le secrétaire du commandant de la caserne, il est de chez moi, il est de Genzette. Je lui ai dit, voilà, ma mère, elle n'est pas au courant. Elle va vraiment s'affoler quand elle apprend que je suis à la caserne, etc. Et tu peux me donner la permission? Il m'a dit, ça sera délicat parce que tu n'es pas encore fixé ici. Alors, il m'a donné quand même la permission. Il m'a donné 4 jours. Il a dit, c'est pour rendre visite à sa maman, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai été au port, j'ai pris le bateau, Marseille, j'ai pris le train, directement à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai adhéré au FLN. Mais c'est au Caire que plusieurs des membres fondateurs du FLN se sont réfugiés. L'Égypte de Nasser voulait alors devenir le leader du monde arabe et de son avenir politique. وضد الاستعباد وضد السيطرة وضد التحكم لقد كافح هذا الشعب لينال حقه في الحرية والحياة. C'est donc au Caire que Ferhat Abbès annonce la dissolution de son propre parti et son adhésion au FLN. Il est suivi par l'association des Ouléma. Le parti communiste algérien se rallie lui aussi. La rébellion des maquis commence à fédérer. Mais le FLN manque de cadres. Il lance un appel aux filles et aux garçons algériens qui étudient dans les universités et les lycées français. Ils sont rares et précieux pour le mouvement. L'Union générale des étudiants musulmans algériens, en mai 1956, décrète la grève totale des cours et des examens pour tous les étudiants algériens, en nous disant ce mot, ce qui est resté célèbre, à quoi sert de faire des études en Algérie, ça ne fera pas de nous de meilleurs cadavres. On se mettait devant le lycée, tous les Algériens qui venaient, retournez chez vous. On doit faire grève. Alors là, l'administration du lycée, ils étaient hors d'eux. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, ils ont convoqué mon frère, parce que mon père était déjà mort. Et il leur a dit, écoutez, moi, je ne m'occupe pas d'elle, ça. C'est son problème, c'est pas le mien, et je ne peux pas la forcer. Après, le FLN nous a envoyé des convocations. Tel jour, telle date, vous venez, c'est secret, vous ne dites à personne. Vous venez avec une brosse à dents et des tenues intimes. C'est tout. On a besoin de vous parce que vous avez un niveau scolaire assez intéressant et on a besoin de vous pour aller faire une mission au maquis. Ah, qu'elle n'a mais attention. Je préfère vous avertir. Le brd, le jour, la tâche, vous dormirez par terre, peut-être à l'hajar. Et vous avez les bombardements, vous avez Irsas devant, et vous risquez de ne pas revenir. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben oui, on est là, on est prêt. منها أمها مسكينة كي الصبحة جيت رايحة سما 56 كانت عندها ومريضة عنقتني ووصاتني على شي صوالح قالت لي نوصي بنتي شدي ديما في شرفك وكوني ديما عندك الطاعة ويقول لك روحي قيسي روحك في هذيك النار قيسي روحك في هذيك النار وكوني ديما ساجية وانا بالله كنت ساجية وجيتي غوبيست كان عندي لو فون
قلت أنا كما تشوفيني وأنا نعطيك عهد مهمتي الشي كاع ما نخونش بويي ولا نخونكم انتم ولا نخون عائلتي ولا نخون لوحدي أبدا. هي تعانقنا، هي ألا توني مسكينة كاميام ألا توني سون فخوا وما بكاتش. Je me rappelle ce jour-là que j'allais prendre le maquis, à l'âge de 17 ans. Ma mère était en train de préparer à manger. Comme je devrais partir avant la soupe, j'ai essayé de lui dire de me donner un morceau de poulet. Eh bien, c'est ça qu'elle a fait. Elle m'a donné un morceau de poulet. Elle m'a dit, pourquoi tu n'attends pas? J'ai pas voulu lui dire que je suis pressé, je vais au maquis, j'ai des gens qui m'attendent. Parce qu'on ne peut pas dire aux parents... Quand on va au maquis, la première des choses, ils refusent. Et j'étais le fils unique. Quelques mois, on a été formés, comment on doit marcher, comment on doit agir, comment on doit manier les armes, comment faire des embuscades. Ils nous ont tout éduqués dans ce domaine-là. Le FLN restait un mouvement de résistance clandestin, mais il étendait sa présence sur tout le territoire algérien et renforçait son organisation politique. Au milieu du mois d'août 1956, ses principaux chefs convergent en grand secret vers un village isolé de Kabylie. Mouloud Larèche, jeune maquisard, accompagne l'un d'entre eux. مشينا منا حتى عدينا الميلية. كان مركز، كان واحد السيد تسمى مشهور في النظام مليح، وعنده مركز المجاهدين دايما يركحوا عنده. عيط له وعيط لنا احنا، قال لنا عبد الله بن طوبال بسي علي كافي، قالوا لنا شوف او تقعدوا مع السيد هذا او مسؤول عليكم وضامن فيكم حتى نرجعوا لكم. كانوا ديجا ماشيين للمؤتمر الصمام. C'est le premier congrès du FLN. Il débouche sur la création d'un parlement et d'une direction collégiale de 5 membres, le comité de coordination et d'exécution. Il divise également l'Algérie en 6 régions administratives, dites wilaya. Ramdan Abban est l'architecte de cette structuration politique. Il s'attache à la protéger de toute ambition militaire ou personnelle. Un objectif très fragile. C'est le congrès national qui a délimité les attributions du FLN et de l'ALN. Le FLN, c'est l'organe politique, et l'ALN, c'est sa branche armée. J'avais pas encore mes 18 ans, on m'a fait confiance, je me suis mis à participer à l'élaboration de la charte de la Soumane, du procès verbal de la Soumane, et des décisions qui sont prises dans le congrès de la Soumane. Donc il y a trois documents qu'il fallait tirer à la Ronéo. L'ancêtre de l'imprimante, nous avions produit des milliers d'exemplaires destinés à tous les maquis. La révolution algérienne vient de dépasser avec honneur une première étape historique. C'est une réalité vivante, ayant triomphé du pari stupide du colonialisme français, prétendant la détruire en quelques mois. C'est une révolution organisée, et non une révolte anarchique. Le congrès de la Soumam, la plateforme de la Soumam, c'est là la constitution de l'Algérie combattante et de l'Algérie indépendante. En métropole, la communauté algérienne était liée au pays par le cœur et par les familles. La rallier à sa cause devenait un enjeu vital pour le FLN. Mais en 1956, tout restait à faire. 3 objectifs. Le premier, structurer toute l'émigration en Europe. Le deuxième, soutenir financièrement l'effort de guerre. Le troisième, éclairer l'opinion française et étrangère sur la lutte de libération nationale. Les camarades algériens m'ont dit nous, on a l'Algérie avec nous, c'est ce qui est déterminant. On va gagner. Et donc il faut qu'on conquiert
l'émigration algérienne qui est structurée par Messali, qui promettait la révolution et à qui certains reprochaient de ne pas la préparer réellement. C'est pourquoi j'ai été essentiellement chargé avec Clara, taper, imprimer, introduire les tracts et les faire diffuser dans l'ensemble de la région parisienne par des camarades qui diffusaient cette littérature du FLN interdite et qui servait à leur propagande. Le FLN, il avait à peu près dans les 20 000 militants, et le MNA également, il avait 20 000 militants. Et nous sommes arrivés à structurer les cellules des FLN par quartier. À Paris d'abord, la banlieue, après... J'étais responsable de Clichy. Depuis 1956, on a ajouté toutes les communes à côté, Levallois, Saint-Ouen, Asnières, Gennevilliers, tout ça, est rattaché à ma région. Je suis devenu responsable de toute la banlieue nord de Paris. Moi, j'avais ma moto à l'époque. J'ai des porte-bagages à l'arrière, les tracts, les armes, l'argent, tout. Et je sillonne Paris comme ça. Il y avait la région, la zone, la super zone et la wilaya. Voilà la pyramide justement de notre organisation. 5 militants, c'est une cellule. Alors Homa, ils vont désigner le chef de cellule. Alors 5 cellules, chefs de cellule, ils désignent le chef de groupe. 5 groupes, ils désignent le chef de section. On donne des noms de guerre. Mais le vrai nom, on ne le connaît pas. La prudence était de mise, tant les Algériens devenaient la cible de fichage, d'arrestations au faciès et de violences policières fréquentes. Avenue de Clichy, à côté du métro Brochon. On était 2, et puis tout d'un coup, je reçois un coup de crosse de revolver dans le ventre. Et après, on vous dit police. On vous donne un coup d'abord, et on vous dit police ensuite. Et même si vous n'avez pas commis de délit, on vous met dans le panier à salade. On vous emmène à 7-8 km de Paris et on vous lâche dans la nature. Par exemple, à 2h, à 3h du matin, comment vous faites si vous n'avez pas d'argent pour rentrer? Et puis vous n'allez pas être présent à votre poste de travail, à l'usine. Donc vous risquez d'être mis à la porte. C'était l'époque, c'était comme ça. Nous, on était des inférieurs. Alors, évidemment, il y a des Français qui protestaient parfois quand on était tabassé par la police. Mais bon, c'est pas la majorité. Ce qu'on appelait encore officiellement les événements d'Algérie n'intéressait pas la majorité des Français de métropole. Seuls quelques jeunes étudiants politisés prenaient le risque de s'exprimer ouvertement sur le sujet. Je suis rentré à Sciences Po, on discutait tout le temps. L'UNEF ne lançait pas de manifestations contre la guerre, d'ailleurs c'était très difficile de les faire, elles étaient interdites. Et donc les manifestations, c'était des manifestations qu'on appelait spontanées, et qui étaient des mots d'ordre qui circulaient de bouche à oreille. On descendait le boule-miche à 500 étudiants et étudiantes, et puis il y avait des flics qui nous matraquaient un peu, quoi. Ils nous coinçaient dans une porte cochère et qui nous tapaient dessus. Bon, c'était pas trop méchant non plus, mais enfin, ils tapaient quand même assez dur. Je me souviens une fois, on s'est retrouvés partant de la place Saint-Michel, où il y avait des flics sur le boulevard, et donc on a pris une petite rue. Et puis pof, en face de nous, on voit arriver un groupe avec au premier plan 2 hommes avec le barret de para. C'était Jean-Marie Le Pen et 2 Marquet qui étaient tous les 2 des députés boujadistes. Donc là, tout le groupe a été unanime de faire demi-tour, alors même que l'autre bout de la rue, c'était les flics. Donc il fallait choisir. Et on a choisi unanimement les flics.
Mais les jeunes Français n'étaient pas tous contre la guerre. J'étais nationaliste. J'avais des sympathies pour le pétainisme aussi, donc tout se lie à ce niveau-là. Et le jour de mes 18 ans, j'étais dans le train qui m'amenait à Bayonne, au centre de formation des parents. Parce que j'aspirais au maintien de la France en Algérie, de Dunkerque à Tamanrasset. Et ça m'a conforté dans mon désir d'aller défendre l'Algérie française. À cette époque-là, quand vous aviez un frère de mort dans une famille, les autres étaient exempts d'Algérie. Donc j'aurais pu éviter de partir en Algérie. Mais pour moi, c'était justement l'inverse. C'était que je voulais partir pour aller venger mon frère. En allant ravitailler une compagnie, il est tombé dans une embuscade et donc il a donné l'assaut. Et en donnant l'assaut, il a été tué. La France est sûre d'elle, de sa puissance et de sa légitimité. Elle a un sentiment d'impunité. En octobre, ses unités de chasse capturent un avion marocain dans lequel voyagent plusieurs membres de la délégation extérieure du FLN. Cette arrestation enfreint les règles du droit international et soulève un tollé. De violentes manifestations anti-françaises éclatent au Maroc et en Tunisie, indépendants depuis peu. Quelques jours plus tard, la France et son armée provoquent à nouveau la colère du monde arabe. Avec la Grande-Bretagne et Israël, elle attaque l'Égypte pour tenter de lui reprendre le canal de Suez. Nasser a en effet nationalisé ce point de passage crucial pour les échanges commerciaux des puissances coloniales. Menée de façon éclair, l'opération militaire est un succès. Mais la fierté des officiers qui l'ont conduite fait place à la frustration, car l'attaque du canal de Suez déclenche une véritable tempête diplomatique. Critiquée de toutes parts, la France en sort affaiblie, tandis que Nasser renforce son autorité au sein du monde arabe. Un atout de plus pour le FLN. Ce dont je me souviens, c'est au moment de l'arraisonnement de l'avion de Ben Bella, l'impression d'une chape de plomb qui tombait sur la ville et une telle tristesse chez les Algériens. Ça a été très sensible dans la rue, dans tous les contacts individuels. Donc, il y avait une solidarité qui naissait. Et je pense que la solidarité des Algériens avec le mouvement de libération, elle s'est faite à travers des événements comme ceux-là, où tout d'un coup, ils prenaient conscience de leur solidarité avec un certain nombre de personnes. Pour le FLN, la guerre de libération est une révolution. Sa branche armée, l'ALN, Armée de libération nationale, se définit comme une armée du peuple pour le peuple. Dans ce cadre, les civils ont un rôle de premier ordre à remplir. يعني الشعب منين تروح لبغى واحد ضعيف يقدر يوكل سيكسيون. كنا جروباس باك كاين جروب تلقاه يدور على 2 دواور 3 دواور. Sans les villageois, on ne peut pas faire grand-chose. Même si des fois on évite de rentrer dans les villages, parce que c'est un peu dangereux pour les villageois, mais c'est toujours eux qui nous prennent en charge. Ils nous donnent à manger, ils donnent un café au lait, un peu de galette, un peu de pain. La population, c'est elle qui était la plus importante, parce que si la population ne nous recevait pas, on était foutus. Et c'était la population qui était extraordinaire. Et il faut rendre un grand hommage aux femmes qui ont fait un travail extraordinaire. Elles ont lavé notre linge, elles nous ont préparé à manger. D'ailleurs, moi, quelquefois, quand je me retrouvais seule, parce que quelquefois, on se reposait, j'allais avec les femmes pour aller ramasser du bois, pour aller chercher de l'eau, parce que c'était loin. C'était comme si c'était des sœurs pour moi, quand elles n'étaient pas très âgées, ou des mamans.
Et comme je vous dis, on était bien reçus. Et très rarement, quelquefois, ils ne nous ouvraient pas la porte, mais on continuait. Parce qu'ils avaient peur, ou là, je ne sais pas. C'est normal. C'est les rebelles qui amenaient de la semoule à ma mère et à d'autres femmes pour leur dire « préparez-nous des galettes ». Mais elles ne pouvaient pas refuser. C'est comme les gens qui cotisaient, j'étais obligé. Quel est celui qui se permettrait d'aller à l'encontre de leurs ordres à cette époque-là? Ils diront, mais toi, tu es une traître, alors à ce moment-là, tu ne veux pas nous aider. Avec nous ou contre nous. Dans la vallée de la Soumam, comme aux confins sud de la Kabylie, des massacres collectifs endeuillent plusieurs villages qui ont refusé de se soumettre à la seule loi du FLN. Un jour, on était dans la montagne. Il y avait un petit douar. Alors on y va, les gens nous accueillent merveilleusement. On était souvent très bien accueillis la plupart du temps. Arrive un caporal de tirailleurs du douar qui venait en permission. Il vient nous saluer. « Mon lieutenant, bonjour, quelle unité tu es ?» Enfin, on bavarde, on raconte, etc. C'est un type qui était caporal de carrière dans une unité de tirailleurs arabes. 2 jours après, on l'a retrouvé au coin d'une piste. Elle était égorgée jusqu'à l'os. Eh bien, quand on est passé dans le village, plus personne ne nous a dit bonjour. Les gens étaient tétanisés de peur. C'est ça la réalité. C'est comme ça qu'on arrive à prendre une population en main aussi. On la prend par des slogans, on la prend aussi par la terreur qu'on impose. والأغلبية وش اللي كانوا هالكينا الخونة هادو البايوعة اللي يبيعونا لفرنسا اللي يخدموا مع فرنسا هادوك هما اللي كانوا هالكينا منين ندخلوا للدواور يبيعوا الشعبي تخرج فرنسا تحرق الدوار كامل هادوك حنا صارت لنا معاهم تعب كبير نضلوا وراهم ونضلوا نقيو فيهم. C'est lui soit les Français qui venaient nous tuer, soit le FLN qui venait nous tuer. Personne qui vous protège. Moi, j'étais un petit village. Mon père, il était garde forestier, conseiller général. C'était très, très dur pour nous. La moitié du village, ils ne nous aimaient pas. Ils pensaient qu'on était avec les Français et tout ça. Moi, j'étais gamin. Je voyais les militaires français, je me sauvais. Je voyais les jets de FLN, je me sauvais. J'avais peur de tout le monde. Il y avait un avion. Déjà, j'ai peur. L'avion a jeté la bombe. La maison, elle a été détruite. Je voyais la maison de mes grands-parents que j'adorais, où j'ai joué avec mes cousins. C'était bombardé, il ne restait pas grand-chose. Il y avait de l'eau qui sortait. Il n'y a plus de passage. Et puis il y avait quelques moudjahidines qui ont été tués juste à côté. Et la tante à mon père aussi. Je la voyais d'en haut. Elle a pris son coffin, elle a essayé d'aller trouver, de ramener un peu de semoule. Il y avait des soldats, des bérets rouges, je les voyais de loin. Ils se sont présentés, ils m'ont dit Fatma, elle ne comprenait pas le français. Ben, j'ai vu comment ils ont tiré une balle dans la tête, ici, au front. Les épaules, les 2 épaules et les genoux. On la voyait lutter contre la mort, elle essayait de trouver un abri. Elle avait la quarantaine, l'âge de ma mère à peu près. Après, elle est morte, bien sûr. Et là, c'était l'enfer. Je n'avais plus de vie familiale. Je dormais dans les grottes. Je
je commence à comprendre, il n'y a plus de vie.